Le trailer d'Avengers Infinity War bat le record de vues pour un trailer Marvel avec 230 millions de vues en 24 heures. Facile. Bon, en même temps, YouTube, on sait pas trop comment il compte les vues. Attends, c'est un mec au fin fond d'un bled paumé qui arrivait pas à voir le trailer et qui pendant 24 heures a actualisé 230 millions de fois. Bah oui, un nerveux quoi. Ici au moins, les vues elles sont de qualité. Mais non, je suis pas jaloux, je rigole surtout que d'ici peu, d'ici quelques heures, on devrait passer le cap des 25 000 abonnés. Le prochain, vous souvenez-vous, est presque prêt. Et je suis déjà en train de réfléchir au nouveau format que je vais vous proposer en 2018. Ah oui, il y a des bonnes résolutions cette année. Donc voilà, je suis content. Et moi, quand je suis content, je peux plus attendre. Donc tout de suite, c'est les news de la semaine. Merveilleux scandale. Voilà, ça faisait quelques heures qu'il n'y avait pas eu de scandale chez Marvel. Et puis, Akira Yoshida est arrivé. Enfin, il est revenu plutôt. Et rassurez-vous, je ne parle pas d'un nouveau personnage sur Tekken, mais bel et bien d'un scénariste japonais qui a réussi à percer dans le marché du comics américain, puisqu'il était pote avec l'ancien patron de Dreamwave qui s'appelait Pat Lee, et donc Marvel lui a confié des titres assez importants, comme X-Men Age of Apocalypse, du Thor, du Kitty Pryde, du Elektra, etc., etc. Sauf que, comme tous les scénarios Jackie et Michel, c'était du gros mytho. Le problème, c'est qu'on a découvert que derrière ce pseudo tout japonisant, en fait, il s'agissait de CB Cebulski, donc vous voyez, pas très japonais a priori, qui a fraîchement été promu, donc éditeur en chef de chez Marvel Comics. En gros, le type a commencé à écrire avec ce pseudo pour Dreamwave, et puis il se serait fait, ça c'est la version officielle, repéré par un éditeur de chez Marvel qui lui aurait proposé du travail sous son pseudo, donc personne ne savait qu'en fait ils écrivaient simplement aux collègues qui étaient dans le bureau d'à côté, et lui il s'est un petit peu embrigadé dans le mensonge et il a accepté de travailler, ça aussi c'est la version officielle. Le problème c'est qu'aucun employé de l'équipe éditoriale n'avait à l'époque le droit d'écrire pour un autre, sinon tout le monde embauche tout le monde et c'est l'Assemblée nationale après. Donc personne n'avait le droit d'écrire des comics pour Marvel à moins d'être validé par le Big Box et d'accepter de le faire sans compensation financière autre que son salaire d'éditeur. Puis bon, il y avait des rumeurs, c'était pas clair, et certains éditeurs comme Mike Martz qui est chez Aftershock maintenant, affirmé avoir rencontré Akira Yoshida, avoir déjeuné avec lui, qu'on lui avait même montré donc sur son téléphone la photo de sa collection de Godzilla. Sauf qu'apparemment on a appris plus tard que c'était un traducteur japonais qui était venu visiter les locaux et que tout le monde a confondu avec Akira Yoshida. À l'époque il y avait tellement peu d'auteurs, il n'y en avait même pas, donc il y avait tellement peu d'auteurs japonais qui écrivaient pour Marvel qu'ils ont vu débarquer un type avec des yeux bridés, ils ont dit c'est lui, sur la liste. Un petit peu plus tôt dans l'année, CB Cebulski aurait avoué son péché au Big Boss de Marvel. Apparemment il y a eu des mesures, il y a eu des sanctions qui ont été prises, mais ça n'a pas empêché son règne d'éditeur en chef de débuter entaché, parce que ça pose deux problèmes majeurs. Le premier c'est l'argent, ça veut dire que tous les éditeurs ne sont pas traités pareil chez Marvel, c'est pas juste. Le deuxième c'est l'éthique, parce que Cebulski a beau très bien connaître la culture japonaise, il y a vécu, je crois qu'il a de la famille là-bas, il a un petit peu fait tous les pays asiatique, ça ne fait pas de lui un japonais, non, je suis certain qu'il y avait des tas de scénaristes de talent au Japon qui auraient pu écrire des comics japonisants comme le faisait Cebulski pour Marvel, en étant plus authentique. Regardez Ronin de Miller, par exemple, qui va être d'ailleurs réédité en VO avec beaucoup de bonus, il n'a pas décidé de le sortir sous le nom de Jin Yoshimitsu Jiro. Non. Bon maintenant il y a deux camps, donc ceux qui dénoncent une appropriation culturelle et qui chient sur Cebulski, comme son prédécesseur Axel Alonso qui a émis une série de tweets assez véhéments à l'égard de Cebulski. Du coup on se demande si la rupture a été si pacifique. Et ceux qui le défendent, puisque souvenez-vous je vous ai dit qu'il était très apprécié dans le milieu, donc comme Sana Amanat, donc co-créatrice de Miss Marvel, et donc Kamala Khan, qui dit que il faut se méfier, il faut faire très attention aux problèmes d'appropriation culturelle, mais que certains scénaristes peuvent le faire plutôt bien avec une certaine honnêteté, et ça serait le cas pour Cebulski, et aussi, par exemple, elle cite Bendis pour Miles Morales, alors que Bendis il est pas très noir, peu portoricain aussi. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. 4. La semaine dernière, c'était le 3 des frères Rousseau qui a affolé la toile avec le trailer d'Avengers Infinity War. Et cette semaine, c'est le 4 de l'artiste Valerio Schiti et la news du probable rachat de la Fox par Disney pour la bagatelle de 60 milliards de dollars qui attise toutes les passions. Et oui, il a mis une image assez dégueulasse, donc d'ailleurs en photo de couverture, qui représente un 4-4 comme les Fantastiques, dont 2 se retrouvent dans le Marvel 2-in-1, dont le numéro 3 sera crayonné
par Valerio Schiti. Valerio Schiti qui a été repéré par CB Cebulski quand il était à l'époque chercheur de talent. CB Cebulski, le japonais, qui vient tout juste d'être nommé éditeur en chef de chez Marvel et qui pourrait vouloir frapper un grand coup et faire revenir les 4 Fantastiques. Est-ce que ça présage le retour de la famille la plus emblématique de Marvel Comics, ou est-ce qu'il a simplement voulu exprimer en minutes le temps de sa plus longue relation sexuelle avec la douche comprise? Eh bien, le temps nous le dira, mais je vous laisse spéculer évidemment dans les commentaires. Faux! Non, rassurez-vous, on va pas parler de Norman, je sais même pas d'ailleurs s'il dit encore faux dans ses vidéos, mais bel et bien d'un phénomène qui est connu dans un monde qui est régi par une économie libérale. Les comics doivent sortir tous les mois, et pour tenir donc les deadlines, eh bien de plus en plus d'artistes se tournent vers le digital et les tablettes graphiques, donc il y a de moins en moins d'originaux sur papier sur le marché. Vous le savez, tout ce qui est rare et cher, comme une paire de couilles dans une convention de nuque, et donc les prix montent, et quand les prix montent, eh bien ça attire les faussaires. C'est pas sorcier, on aurait dit jamais. C'est Rob Liefeld qui tire le premier la sonnette d'alarme, puisqu'il a vu sur Instagram un faux dessin de Deadpool qui lui était attribué avec un certificat d'authenticité. Attention, ils font les choses bien, et il a pris soin donc d'informer l'acheteur que c'était faux, et le vendeur lui est tombé dessus. Donc c'est une entreprise un petit peu bizarre puisqu'elle authentifie des comics. Bon, c'est faux, mais bon. Donc l'entreprise qui s'appelle PGX Comics, ça n'y allait pas, eh bien a accusé Liefeld de harcèlement et compagnie, patati patata. Et puis on a commencé à regarder ce que proposait ce site de vente d'originaux en ligne, et là, c'est le drame. Du faux Jim Lee, du faux McFarlane avec Spider-Man qui a les doigts d'un Thierry Ardisson, du faux Scott Campbell. Alors en plus, quand Scott Campbell dit que c'est faux, eh bien le vendeur répond ferme, dur comme du béton, que en 13 ans, on ne se rappelle plus de tous ses dessins, et que le style de l'artiste a beaucoup changé depuis qu'il était chez Wildstorm, puis qu'il est passé chez Marvel en passant par tout le reste. Plus c'est gros, plus ça passe. Bon, on a du Neil Adams, et puis on a ma petite palme d'or, mon préféré. Ce dessin de Wolverine qui aurait été dessiné donc avec certificat d'authenticité par Humberto Ramos, ou plutôt par notre cousin en commun, Humberto Barbos. Ah, je crois que je suis prêt à l'acheter celui-là. Regardez-moi ces poils de barbe quoi. Moralité, si vous achetez des œuvres originales, eh bien ça peut être kiffant, donc faites comme quand vous batifolez, méfiez-vous et sortez couverts. Rassurez-vous, un petit peu comme à Las Vegas, ce qui se passe sur Netflix reste sur Netflix. J'avais un petit peu peur, je vous avoue, avec le deal un petit peu rompu entre Netflix et Disney, puisque ce dernier va lancer sa propre plateforme de streaming en ligne dès 2019, et bien que les séries lointaines du l'univers partagé Netflix et Marvel eh bien, soient en danger, qu'on n'ait pas de Punisher saison 2 par exemple, alors que la fin est assez ouverte. Et si l'on en croit Ted Sarandos, donc, qui est un exécutif de chez Netflix, c'est un bordel pas possible en termes de droits sur la propriété intellectuelle, un bordel qui nous arrange puisque ça ferait garder à Netflix toutes les séries qui ont été réalisées en collaboration avec Marvel, et même produire du nouveau contenu, en espérant que ça ne change pas d'ici là évidemment. Droc, tiens, une idée assez insolite qui nous vient directement d'Inde, puisque la police de Delhi veut se servir du médium qu'incarne donc le comic book pour sensibiliser le grand public à des sujets tels que le cyberharcèlement, le harcèlement tout court, la conduite en état d'ébriété, le vol de tandoori, enfin plein de trucs comme ça. On utiliserait évidemment des personnages qui sont déjà familiers du public indien pour créer du nouveau contenu, ce nouveau contenu qui serait destiné aussi bien à la majorité de la population, plus particulièrement aux jeunes, mais aussi aux forces de police en interne, comme une espèce de manuel d'apprentissage. En gros, les personnages de comics aideraient un flic fictionnel à faire son taf en lui rappelant les procédures et en le conseillant au mieux sur les affaires un petit peu difficiles à résoudre. Du comics pédagogique destiné à la fois aux jeunes et aux policiers, eh bien on fait d'un curry deux plats. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez discuter, on peut faire ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires de YouTube. J'ai même un mail, lecomidecomics@gmail.com. Yeah. Vous pouvez aussi m'y laisser vos petits messages pour le bandeau. Moi je vous donne rendez-vous très vite sur internet pour vous souvenez-vous, c'est imminent, ça partira sans prévenir, comme un pet de ta grand-mère, ça partira comme ça. En vrai, pour les Marseillais, je vous donne rendez-vous samedi soir et samedi 9 à BD Store, le plus vieux magasin de comics, de bandes dessinées, de figurines sur Marseille, donc pour une journée de soutien à GG que les vrais Marseillais connaîtront. C'est Discours Julien, il y aura Bruno Bessadi, il y aura Didier Axel, il y aura des dessins à gagner, il y aura plein de trucs à faire, donc on va rigoler, j'espère pouvoir y passer le soir. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et oui Fred, toute personne normale est constituée d'un sexe, donc elle peut demi-moller, mais pas les eunuques.
qui ne peuvent donc pas demi-moller. C'est le sgag du docteur Manhattan.